Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent? Rien. Que demande-t-il à devenir? Quelque chose. Plus d'un des 1200 députés qui attendent depuis 8 heures du matin d'être appelés par le marquis de Dreux-Brézé pour prendre leur place dans la salle des menus plaisirs où s'ouvrent les États généraux songent sans doute à cette phrase de la brochure de l'abbé Sieyès, parue au tout début de l'année. Le protocole est aussi incertain que les espoirs sont immenses et confus. Louis XVI n'avait d'autre possibilité que de convoquer ses États généraux pour venir à bout de plus de 50 millions de dettes. En ce 5 mai 1789, ils sont les premiers à se tenir depuis ceux qui s'étaient réunis en 1614. Le 27 décembre 1788, le roi a accordé que la représentation du tiers-État soit doublée. On veut croire que pendant le discours qu'il doit prononcer, il précisera comment le clergé, la noblesse et le tiers-État voteront. Dans les tribunes réservées au public, les personnages les plus importants de la cour comme de Paris regardent pendant 3 heures entrer les députés. Le seul parmi eux qui ne porte pas de perruque est le seul paysan de l'Assemblée, Michel Gérard. Enfin, le roi entre. Il porte le grand manteau royal. Il est coiffé d'un chapeau à plumes. Lorsqu'il s'assied, toute la salle, même la reine, reste debout. Lorsque le discours royal s'achève et que le roi se recouvre, la noblesse fait de même. Et le tiers ose l'imiter. Cette lèse majesté n'échappe sans doute pas à Louis XVI. Il se découvre, s'éponge le front. L'impudence du tiers est-elle le moyen par lequel il signifie ses déconvenues? Les mots « désir exagéré d'innovation » ont provoqué une rumeur. Après le discours du garde des Sceaux, commence celui de Necker, que tous attendent. Il évoque, pour la remettre à plus tard, la question du vote par tête, ce qui lui vaut les applaudissements de la noblesse. Mais pendant des heures, il ne s'agit que de finances. On commence de somnoler. Le discours s'achève, le roi acclamé se retire. La séance est levée. La déception le dispute à la faim et à la frustration. Le lendemain, le tiers refuse la vérification séparée des mandats qu'on veut lui imposer. La noblesse, elle, refuse par 188 voix contre 146 la vérification en commun qui permettrait peut-être de révéler des élections douteuses. Le clergé hésite. L'injonction qui a été faite aux députés de se réunir par ordre est l'objet d'un autre débat. De jour en jour, la situation se tend. Le 27 mai, l'échec des conciliations, des commissions, des négociations est évident. Le 3 juin, le tiers choisit l'académicien Bailly pour doyen. Le 17, sur une motion de Sieyès, le tiers, par 401 voix contre 119, se proclame Assemblée nationale. Le Grand, député du Berry, a fini après de longs et âpres débats par faire accepter cette appellation que l'on n'a jamais entendue. Aussitôt, cette assemblée refuse aux chambres des 2 premiers ordres le droit de légiférer comme elle refuse au roi son droit de veto. Le 19, le clergé rejoint le tiers par 148 voix contre 136. La foule acclame la décision. La noblesse hésite en dépit de la conviction du duc d'Orléans. Le soir, le roi décide au cours d'un conseil extraordinaire d'empêcher la réunion des 3 ordres. Le 20, la salle des menus plaisirs est close. Le docteur Guillotin propose que l'on se réunisse dans la salle du jeu de paume. Là, Mounier demande aux députés de prêter serment. Target rédige un texte et Bailly, debout sur une table, propose aux députés de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie. Il n'y a qu'un député du tiers et 7 du clergé qui refusent de signer. Dans l'immense salle résonnent les cris « Vive le roi !» Le 23, le marquis de Dreux-Brézé vient rappeler aux députés que le roi leur a donné l'ordre de se séparer. « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
lui rétorque Mirabeau. Il va le rester? Eh ben, foutre qu'il reste, soupire le roi excédé. Ce royal dépit lance la révolution.